Perrine Holzbach est de retour à l'hôpital de Nyon. La coordinatrice du pôle urgence a passé 10 jours en quarantaine à la maison. Elle s'est remise sans séquelles du coronavirus. On fait un petit pamphlet tout le monde? Oui. Et bah ça fait du bien de faire partie de l'équipe, de les retrouver tous dans la joie et la bonne humeur. Et vous en manquez? Ouais, quand même quelque part beaucoup même. Mais oui, beaucoup. L'équipe est au complet, l'ambiance plutôt bon enfant. Ok. Chanter au bout de la nuit. Ok, bon, c'est bon, on part. Face à la pandémie, les soignants sont encore plus soudés entre eux. On a vraiment une équipe qui est incroyable, qui reviennent sur leurs congés, qui reviennent sur leurs vacances. On a vraiment une équipe solidaire et une belle équipe. Le retour de Perrine, un soulagement pour son binôme. Aurélie a dû remplacer sa collègue durant son absence. Aux étages aussi? Contente qu'elle soit là pour les jours qui arrivent. D'après ce qu'on nous a dit, c'est les jours les plus compliqués qui vont arriver, donc contente qu'elle soit là. Lundi 30 mars, une date redoutée par le corps médical. Les modèles mathématiques basés sur l'Italie annoncent une explosion des cas graves. Dans la zone réservée aux malades du coronavirus, les soignants s'occupent d'un patient en détresse respiratoire. Le directeur des soins, Olivier Cochereau, vient s'assurer que les équipes ne manquent de rien. La situation de ce patient, c'était un patient donc, qui est arrivé aux urgences, il a passé aux soins intermédiaires et puis finalement dans le moniteur on a vu que c'était pas assez bien réglé, qu'il fallait qu'on prenne en charge et qu'on l'intube. Donc c'est pour ça qu'on l'a passé dans ce bloc opératoire qui a été transformé en salle de soins intensifs. Un patient de plus, mais l'hôpital de Nyon résiste. Plusieurs malades ont été sauvés, des lits libérés. 3 respirateurs supplémentaires sont également arrivés. Là, c'est un respirateur qui nous a été fourni par l'armée. C'est un respirateur qui est plus un respirateur de soins intensifs qui va nous permettre de sevrer les patients, c'est-à-dire permettre aux patients de reprendre une ventilation spontanée et normale. Malgré ces nouvelles machines, la pression est forte sur les équipes. Olivier fait le tour des soignants pour voir si tout le monde tient le coup. La journée est longue. Hein. Ouais. Surtout quand on a les patients les uns à côté des autres comme ça, de changer d'équipement entre chaque patient. Et puis vu qu'on est souvent auprès des patients parce qu'il y a beaucoup de soins à faire. Il faut discuter avec les collaborateurs, il faut discuter avec les soignants pour leur remonter le moral et puis leur dire que c'est vraiment un épisode. Il y aura une suite à ça et puis qu'il faut rester positif pour l'avenir. Pour cette infirmière, le plus dur est à la maison. Elle a dû prendre ses distances avec ses enfants et son mari. Je me dis que je pars en vacances 2 semaines puis que je les vois pas et que voilà. Ouais. Là, on a la chance, on se voit, on se parle, on a une dynamique familiale. Mais je fais chambre à part aussi. Et voilà, les difficultés du confinement. Mais ça, c'est pas très grave. Ça dure un petit moment. Faut pas que ça dure trop longtemps. Hein? Pas 3 mois, s'il vous plaît. Chaque matin, Olivier contacte ses collègues des autres hôpitaux vaudois. Je venais faire un petit point de situation avec toi. Et puis, t'as combien d'intubés? On en a eu depuis ce week-end, depuis samedi soir, on n'en avait pas jusque-là. On est avec la VNI. Ok. On en a eu 2. Ok. Le canton de Vaud est sous pression, mais le nombre de nouvelles admissions reste gérable. Effectivement, on nous avait prédit la vague qui arrivait pour le week-end avec un pic aujourd'hui. Finalement, le pic, on voit qu'il n'est pas tant là. Alors, ça augmente bien. Hein. On a bien quand même une arrivée de patients. C'est un peu compliqué de savoir où est-ce qu'on en est. C'est surtout compliqué pour gérer parce que maintenant, on est en place, on est prêt, on a les collaborateurs, on a le matériel, on a les compétences. Et puis, on est un peu dans un suspense de savoir comment ça va se passer pour la suite. Hôpital de Nyon, bonjour. Bonjour. Pour ne rien arranger, les patients ordinaires ne viennent plus à l'hôpital. Le secteur des urgences non-Covid est désert. Le docteur Christin est préoccupé.
On est très inquiet de savoir, mais où sont donc ces patients? Parce que, épidémiologiquement parlant, il n'y a aucune raison qu'il y ait moins d'infarctus, d'AVC et d'autres maladies de ce type-là, qui peuvent menacer le pronostic et la vie, que dans une situation normale. Nous avons vécu plusieurs situations dans lesquelles le SMUR, donc notre service médical d'urgence extra-hospitalier, est appelé à domicile d'un patient sur un arrêt cardiaque. Et probablement que ce patient a dû faire un infarctus 48 heures avant, n'est pas venu à l'hôpital parce qu'il pensait que ça allait passer, et finalement, c'est le drame. Le message du docteur Christin est adressé à toute la population. L'appel, c'est que les personnes qui ont des symptômes qui justifient d'un appel au 144 d'habitude, continuent de faire appel au 144 et viennent à l'hôpital. Ils seront accueillis en toute sécurité. Il n'y a pas de risque d'attraper le Covid à l'hôpital. On a des filières séparées. Il faut absolument qu'ils viennent avant qu'ils deviennent des handicapés cardiaques ou neurologiques. Aux urgences coronavirus, les arrivées s'enchaînent. En moins d'1 heure, 2 patients sont amenés dans un état grave. Des malades qui ont trop attendu avant d'appeler les urgences. Sauf que le 15, il n'est pas libre. Sandra, il t'en a parlé, Yannick, de son patient du 1, là? Parce qu'il a genre 190 sur 130. Dans la salle de contrôle, Perrine est inquiète. La santé d'un de ses patients se dégrade. Ah bah ils étaient pas bien. Au niveau respiratoire, on avait un taux d'oxygène qui était extrêmement bas. Ils essayaient de compenser par une mécanique respiratoire augmentée. Tachycarde, hypotendu, ouais, non, ils étaient quand même pas beaux. Hein. Très instables. Et puis, ben voilà, transférés très rapidement en soins intensifs. L'un des deux est intubé? Oui. L'autre, on verra. Depuis quelques jours, les gens viennent dans des états critiques à l'hôpital, souvent trop tard. La problématique, c'est qu'on demande aux gens de se confiner, de rester chez eux. On demande aussi à ce qu'ils viennent le moins possible à l'hôpital. Et puis quand ils arrivent chez nous, ils sont dans des états vraiment très instables. Il faut vite les intuber, il faut vite qu'ils soient pris en charge en soins intensifs. En radiologie, le constat est le même. Les scanners des nouveaux patients sont alarmants. L'infection des poumons par le coronavirus se voit très nettement. Les poumons, en fait, c'est des zones qui sont censées être complètement noires tout autour du cœur. Donc ça, c'est des images typiques qu'on observe chez les patients atteints du Covid, en fait. Donc tous les éléments blancs, c'est le virus qui s'attaque aux poumons? En quelque sorte, oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'était un patient qui était quand même assez gravement atteint, on va dire, qui a été très rapidement pris en charge de soins intensifs et très vite intubé. L'interview s'arrête, il faut libérer le scanner. Un nouveau malade Covid-19 arrive dans quelques minutes en ambulance. Sa date de naissance 36, et je vais vous passer le médecin qui va le recevoir. Le patient en ambulance est un résident d'un EMS. La médecin récolte toutes les données possibles sur le profil du malade. Par contre, les directives anticipées, ils n'en ont jamais parlé. Lui, il a appelé sa fille. Et puis, ils ont dit pas d'acharnement. Qu'est-ce que ça veut dire, pas d'acharnement? Pas grand-chose. En tout cas, s'il s'arrête, on ne réanime pas. On va discuter avec la famille, voir s'il avait... Enfin, discuter un petit peu de la volonté présumée. Qu'est-ce qu'il a toujours voulu? Est-ce qu'il avait déjà exprimé quelque chose, une volonté par rapport à une fin de vie? Comment il voyait un petit peu les choses? Donc ça... On essaye de prendre les infos parce qu'une fois qu'il sera là, il faudra qu'on s'occupe de lui. Comment ça va, monsieur? Moi, je suis la doctoresse. La santé de ce vieux monsieur est fragile et il est désorienté. Mais le diagnostic est rassurant. La doctoresse décide de ne pas l'intuber. Pour Perrine et Aurélie, cette crise sanitaire
renforce encore un peu plus le lien qui les unit à leur métier. On choisit ce métier probablement pour aider les autres, probablement aussi pour cicatriser certaines blessures. C'est vrai chez beaucoup de soignants. Et puis c'est pas une vocation en tant que telle, on apprend à aimer ce métier. Parce qu'il y a plein de personnes qui commencent ce métier puis qui arrêtent parce qu'au final, elles sont pas faites pour ça. Aux urgences, on se remet tout le temps en question, on apprend tous les jours. Enfin, moi, personnellement, c'est pas un travail, c'est une passion. Elle va vous remettre un cathéter, monsieur. C'est un métier qui est extraordinaire pour ça, c'est que tous les jours, on apprend quelque chose. On a de la chance, vraiment on a de la chance. Mais c'est vrai que les gens nous applaudissent. J'ai envie de vous dire que les autorités font état vraiment de nos qualités. C'est vraiment des louanges pour le personnel soignant. Ce serait bien qu'ils s'en rappellent après. Monsieur Gaillard, Marcel.